Bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir. Je me présente, je suis Ahmed Mansouri, je suis architecte de formation et j'enseigne au département d'architecture de l'université de Batna 1 en Algérie. Et vous, monsieur ? Oui, alors bonjour, bonsoir, je suis Philippe Bonazine, architecte de formation, également acousticien, et je suis chargé de recherche au CNRS, au laboratoire Passage de l'université Bordeaux-Montaigne CNRS. Bonjour. Et vous ? Alors, Vous êtes mon ami, mais on va les présenter. en montagne. En montagne, ok. Docteur Hachmaoui Bahijiddin, enseignant-chercheur à l'Université de Béjaïa, dans la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. Docteur Rachid Borigan, enseignant-chercheur, collègue de M. Hachmaoui, donc à l'Université de Béjaïa, faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. Alors, deux économistes, deux architectes. Des économistes. Ah oui, ça, on fait l'équilibre. Voilà, on fait l'équilibre. C'est bien. Ouais. Alors, Parité, c'est parfait. La parité, oui, entre Alors, architecte et Il y a économiste. des défauts de parité Ah oui, oui. sexuelle. Ah oui, bien sûr, c'est tout Ah ça, oui, oui. ça, Mais on a le même genre. Pas très bon. On a le même genre. Alors, je ne vais pas couper ça. Le genre scientifique, hein. Genre Faut pas, scientifique. ah oui, il faut pas. Même de vocation aussi. Parité scientifique. Donc, La parité scientifique. Ah oui, ça, Ah, c'est un peu de sérieux, messieurs, Alors, les scientifiques. hier et aujourd'hui aussi, on a assisté à un séminaire que vous avez organisé Oui. concernant l'intelligence territoriale. Pour moi, c'est un concept très nouveau et pour moi, l'intelligence, elle est humaine, peut-être animale, mais territoriale, ça pousse vers ce qui est l'unien. C'est comment dirais-je, le subconscient collectif. Tout ce qui est neuronal. Neuronal. Ah. Alors, c'est quoi, par définition, l'intelligence territoriale? C'est quoi? Vous voulez la définition de base? De base. Chacun va. Vous êtes libre. Vous êtes libre de. Tu veux y aller? Vas-y. Vous voulez la définition officielle ou la mienne? La vôtre. Ah, la mienne. Bon. Je ne prendrai pas la définition officielle, je suis d'accord avec elle, mais la mienne se réfère plutôt à l'espace. Pour moi, l'espace de l'intelligence territoriale est forcément un espace qui est à la fois multi-échelle, qui n'a ni contenu ni contenant. Alors j'avais fait un petit papier à un moment donné où je comparais l'intelligence territoriale à une bouteille de Klein. Je ne sais pas si vous connaissez cette forme topologique. C'est une bouteille qui n'a ni intérieur ni extérieur. Oui. Pas de limite Oui. entre intérieur et extérieur. Et pour moi, l'intelligence territoriale, c'est cela. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui déploie l'espace sans limite au profit des communautés qui, justement, exploitent cet espace pour vivre, pour en faire leur habitat, si j'ose dire, dans le sens global du terme. Voilà. Et vous, monsieur? Moi, je vois l'intelligence territoriale d'un point de vue processus. Donc, c'est un processus cognitif et actionnel. Donc, il y a tout ce qui est aspect informationnel sur lequel va se baser l'action. D'accord ? Donc, il va mobiliser un certain nombre d'acteurs autour de projets et à l'intérieur d'un espace donné. Et donc tout ce processus donc, a pour objectif de répondre à des besoins des populations en fonction donc, de l'observation et de la compréhension des spécificités du territoire et des populations aussi. Donc pour qu'il y ait derrière de l'action. Donc il y a l'observation de l'espace et des acteurs qui activent à l'intérieur de l'espace, la compréhension de leurs besoins, pour ensuite construire des actions qui vont dans le sens de répondre à ces besoins. Donc c'est ça l'intelligence territoriale. Et vous, docteur Rachid? Je rejoins Dr Hachmaoui dans la définition, mais est-ce qu'on peut la définir à mon avis comme une sorte de synergie qui doit automatiquement, à mon avis, déboucher sur une action, sur un système, un processus qui va donc
coordination d'acteurs. Ok, il faut qu'il y ait déjà ces acteurs. Parmi les acteurs, je pense qu'il faut qu'il y ait un initiateur ou des initiateurs qui portent en eux des projets. Ok, bon, les projets doivent être concrétisés, c'est-à-dire c'est un processus qui s'achemine vers une création de valeur ajoutée. La valeur ajoutée doit être créée sur le territoire en combinant un certain nombre de facteurs qui sont supportés par ces initiateurs et ils doivent être composés aussi d'autres. Il y a des composantes, parce qu'un initiateur d'un projet qui va vers l'action tout seul, c'est-à-dire on peut réaliser cette intelligence, c'est-à-dire faire du territoire, tirer une valeur ajoutée du territoire. Mais il faut qu'il y ait une combinaison d'autres acteurs, soit les administrations, soit les individus qui vivent sur un certain territoire. L'objectif final, à mon avis, d'une intelligence territoriale, c'est essayer de comprendre, okay, de mettre, d'aller vers de l'action pour un objectif. Un objectif, c'est créer de la valeur ajoutée sur le territoire. Au profit, bien évidemment, des acteurs. Est-ce que l'intelligence territoriale, est-ce qu'elle a toujours existé sur cette logiciel qui s'organise, ou bien c'est une logique, ou bien c'est à gérer, à orienter, ou bien... À mon sens, elle se source sur des actions, des situations qui ont déjà existé. Elles ont simplement, là maintenant, l'intelligence territoriale trouve un nouvel espace où se déployer. C'est ça qui me semble intéressant, quoi. Alors j'avais donné dans la présentation que j'ai faite l'exemple des Indiens Nazar, qui pour aller au-delà ou trouver une résilience, former une résilience par rapport à la menace du volcan qui était sur la pente duquel se dressait leur village, en fait, utiliser l'image du docteur, le Tiahuala, pour ressentir les premières manifestations des éruptions volcaniques. Ces premières manifestations n'étaient pas décelables par la technologie actuelle. Je pense que vous connaissez un petit peu les technologies volcanologues, je ne vais pas détailler, mais bon, voilà. Eux avaient une conscience de la nature et de leur environnement qui leur permettait, par une vision un petit peu globale, ou voire systémique, mais bon, systémique étant un mot qu'on leur rajoute dessus, voilà. Ils pouvaient voir par la modification de leur environnement qu'il se passait quelque chose. Bien avant qu'il y ait des vibrations, bien avant qu'il y ait la composition de l'air qui commence à changer, qu'il y ait les vapeurs de soufre, et ce genre de choses. Et du coup, l'intelligence de ce territoire-là a été d'associer ces Indiens avec les techniciens responsables, donc évidemment, de ces technologies très très avancées de surveillance volcanique, voilà, pour pouvoir justement avoir un monitoring de leur territoire, de leur environnement, qui ne pouvait pas, voilà, qui avait du coup une valeur ajoutée, pour prendre notre terminologie, tout à fait inestimable par rapport à l'un ou à l'autre. Donc pour moi c'est ça. Donc alors c'est un exemple récent, et je pense qu'il y a des exemples beaucoup plus anciens de communautés qui, par la communication, par l'interaction, résolvent des problèmes qui ne pourraient pas être. En tous les cas, des formes d'intelligence organisationnelle ont toujours existé, du fait qu'il y a des groupes d'individus qui activent à l'intérieur d'un territoire, qu'il y a forcément des formes d'intelligence, mais de façon intuitive, pour résoudre certaines problématiques territoriales. Ceci dit, donc l'intelligence territoriale en tant que science, ou en tant que démarche qui est basée sur des bases scientifiques,
n'a pas toujours existé, c'est tout récent, ou comme la définition l'indique, donc c'est une démarche qui est cognitive et actionnelle, d'accord, qui est basée sur des principes scientifiques, qui va impliquer les acteurs locaux selon des formes organisationnelles basées sur la participation et la coordination. Ça, c'est des éléments très importants. Ensuite, il y a des outils qu'on utilise. C'est des outils de technologie de l'information et de la communication, comme mon ami Jean-Jacques Girardeau l'appelle l'artefact. C'est un artefact. Donc, qu'on utilise pour faciliter la gestion de l'information à l'intérieur ou là au sein d'un territoire. Pourquoi? Parce qu'un territoire ne peut être compris qu'à travers donc la compréhension des spécificités de ce territoire. Comment on les comprend? En ayant de l'information au niveau de ce territoire, il faut que l'ensemble des acteurs aient le même niveau d'information. Donc il faut développer des systèmes informationnels ou d'information qui permettent justement aux acteurs d'intégrer l'information déjà, surtout de l'analyser par rapport aux ressources territoriales qui existent, mais aussi par rapport aux différents services qu'un territoire peut mettre en place aux populations. Donc c'est ce qu'on appelle les bases de données territoriales. Tout à fait. Moi j'aurais peut-être une petite dissension. Je pense qu'il n'est pas nécessaire, voire même souhaitable, que tous les acteurs aient la même information. Le même niveau d'information. Oui, mais la même information, c'est mais c'est clair. Pas. Non, on parle de niveau d'information. D'accord. C'est pas la même information parce que ça. Oui. Ça n'a aucun sens. Selon la spécificité de leur action, ils ont besoin d'une information spécifique. Exactement. Mais être sur le même niveau d'information est très important, dans le sens où un même groupe qui agit sur des problématiques précises, il faut qu'ils aient le même niveau d'information. Parce que, au final, comme l'a précisé Philippe, c'est qu'il y a une démarche systémique pour résoudre. Théorie du système. Voilà, oui, c'est la démarche. Parce qu'il faut le territoire, il faut le concevoir en tant que système global qui contient des sous-systèmes. Donc, et puis interagissent entre eux, voilà. évidemment. Donc il y a une interaction. C'est complexe. Hein. Non, c'est très complexe. C'est la base même de la complexité. Exactement. Je dirais même que c'est plus que la systémique. Je dirais que c'est de la théorie évolutionnaire des systèmes. C'est-à-dire que ce sont des systèmes en évolution. Bah oui, la grande différence. Voilà, la grande différence, c'est qu'effectivement, on n'a pas affaire à des choses, des situations ou des objets figés, exactement. Voilà. Mais elles sont en constante évolution. Et justement, l'une des caractéristiques du système territoire, c'est que les interrelations se créent et disparaissent. D'accord? Et même si une relation disparaît, le système continue à fonctionner. Est-ce que c'est modélisable? Pratiquement, c'est des. C'est fait pour être modélisé, puisque c'est systémique, on va dire. Hein. Quelque part, le modèle, voilà, la complexité est modélisable. La complication ne l'est pas, quelque part. Hein. Oui. Une définition de la complexité. Mais c'est modélisable. Par exemple, les systèmes évolutionnaires modélisent, prennent le temps comme. C'est l'algorithme génétique, c'est ça? Non, c'est encore autre chose. Non. Ils prennent le temps comme variable de départ. La variable de départ, c'est le temps. Et en fait, il y a effectivement une évolution qui se passe de manière absolument non linéaire, bien évidemment, ce qu'on appelle des moments d'évolution rapide, donc par exemple face à un choc ou des choses comme ça, et qui font passer d'un état A à un état B. Voilà. Et c'est ce passage entre les deux états qui est coordonné justement par ce qu'on appelle
en théorie de la viabilité, le régulon, c'est-à-dire le système de régulation qui est ce moment, qui définit précisément ce moment d'évolution rapide. Et ce qui est important là, c'est la fenêtre temporelle, plus que l'action elle-même. C'est la fenêtre de l'action, c'est-à-dire savoir quand. Exactement. Et par quel mécanisme. Voilà. Quand intervenir. Exactement. Pour revenir à l'état initial. Théorie de la viabilité, le régulon, c'est-à-dire le système de régulation qui est ce moment, qui définit précisément ce moment d'évolution rapide. Et ce qui est important là, c'est la fenêtre temporelle, plus que l'action elle-même. C'est la fenêtre de l'action, c'est-à-dire savoir quand. Exactement. Et par quel mécanisme. Voilà. Quand intervenir. Exactement. Pour revenir à l'état initial. Ou pour changer un état. Ou changer un état. Non, mais justement, c'est ça. Après, c'est ça l'intelligence collective. Donc, c'est comment, justement, être résilient dans un territoire, mais aussi comment faire fonctionner plusieurs cerveaux dans un même sens. Voilà. Et c'est ça, c'est la capacité d'un groupe d'individus ou d'acteurs d'une communauté à mobiliser donc leur connaissance pour résoudre des problèmes complexes à l'intérieur du territoire. Une ressource. J'ai deux questions. Je ne sais pas, pour la modélisation, lors de ma dernière visite au laboratoire au Japon, ils travaillent sur les sociétés artificielles. C'est une sorte de modélisation. C'est des programmes destinés à. Il y a des agents dans le programme. Ça, c'est de la modélisation génétique. Par agent, oui. Par agent, c'est applicable à l'économie, à la bourse. Non, on peut transposer. Le problème, c'est la programmation est facile, mais l'interprétation qui est difficile. Première chose. Deuxième question, est-ce que l'applicabilité de cette approche, il y a des sociétés disciplinées, il y a des sociétés qui ne sont pas disciplinées. Par exemple, la société japonaise, des sociétés allemandes, des sociétés non disciplinées comme la société algérienne. C'est un fait, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait. On peut dire c'est un fait, bien sûr, oui, mais dans ce cas-là, c'est un paramètre. Enfin, c'est un paramètre. Un paramètre dans un système surtout évolutionnaire, c'est un truc déjà extrêmement complexe. Mais c'est un paramètre dans la mesure où effectivement il s'agit de l'entropie, quoi. C'est-à-dire à la fois du taux d'ordre ou de désordre du système sur lequel on travaille, et surtout aussi de l'évolution de cette entropie. Mais on a cette notion d'entropie maximale et d'entropie minimale, qui sont un peu les sommets et les abysses quelque part de l'évolution, des moments d'évolution rapide d'un système complexe en évolution. Voilà. Donc c'est ce paramètre-là qui définit, que l'on peut définir, avec ce paramètre-là qu'on pourrait définir l'interdisciplinarité, l'indiscipline, l'interdisciplinarité, l'indiscipline. D'une société. Non, mais justement, l'un des principes de l'intelligence territoriale, c'est la participation des acteurs. C'est-à-dire, les solutions doivent être faites avec et par les acteurs. C'est ça l'objectif, enfin, c'est pas la finalité, mais la démarche en elle-même. Donc, il faut contextualiser le territoire et fonctionner en fonction de ses spécificités. Et développer des projets en fonction des spécificités du territoire donné et la spécificité des acteurs. Vous avez des remarques? Je pense qu'on on voulait parler de modélisation, ce qu'on appelle économétrie en sciences économiques. La variable dont vous voulez parler, vous pouvez l'intégrer dans les équations comme ce qu'on appelle le dummy variable. Elle prend une valeur, généralement elle prend soit 1, soit 0. Vous pouvez donc passer à des modélisations, même si ce n'est pas aussi évident de modéliser l'être humain comme ça dans ses actions. Les comportements, oui. Surtout pas en binaire. En binaire, c'est Non, on peut l'intégrer. Vous parlez de participation des acteurs. Tu as parlé de participation des acteurs et aussi de résilience. Je tiens quand même à préciser que quand nous on parle quand on parle de résilience, on parle de ce qui s'est passé, par exemple, de ce que j'ai dit auparavant des Indiens, etc. De quelque chose qui est véritablement une
reconstruction du système après un moment d'évolution rapide, un choc, voilà, qu'on appelle un choc, effectivement, mais aucunement de l'injonction à la résilience dont nous assènent les politiques actuellement. Pas du tout. Alors ça, je tiens à le préciser parce que il y a souvent une confusion entre ces deux termes, que j'appelle moi résilience et néo-résilience, par exemple, où effectivement on demande, par exemple, aux irradiés des centrales de Fukushima de revenir à Fukushima en faisant une surveillance bien soignée des radioisotopes de leur environnement, et donc de se prendre en charge dans leur nouvel environnement qui leur est proposé, qui n'est autre qu'un monde qui est totalement faussé, qui est totalement, qui n'est autre qu'une espèce d'immense arnaque. On est d'accord ? Justement, voilà. Je veux dire, alors on est je dis ça parce que la résilience est quand même un mot d'ordre qui est un peu général, qui tend à se généraliser. En termes de mot d'ordre, un mot d'ordre en termes justement de technologie du consentement. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens, vous faites cela, il vous est arrivé ce malheur, c'est bien dommage, mais il faut que vous soyez fort, et que vous soyez plus fort que le malheur, et vous y arriverez, etc. Ça, c'est une méthode d'endoctrinement de la population, ni plus ni moins, on est d'accord. Ce n'est pas de la résilience, c'est de l'injonction. La résilience. De la manipulation. C'est de la manipulation. Et certaines techniques participatives, participent de cette manipulation. Il faut faire très attention. Quand nous évoquons les techniques participatives, c'est vraiment une participation au sens éthique. Au sens éthique. Il y a l'éthique aussi. Il y a l'éthique, c'est-à-dire justement participation à la rédaction de l'objet, participation au but et aussi donc à l'action. Dans la définition même de l'intelligence territoriale, on insiste sur l'éthique. Donc il faut que la démarche soit éthique. Donc il ne faut pas qu'il y ait justement de l'injonction, de la manipulation des populations. C'est pas ça la finalité, mais la finalité c'est de trouver des solutions à des problèmes territoriaux avec et pour les populations. C'est ça l'objectif. Est-ce que le contexte, ou bien l'assiette, contexte géographique, ou bien tout ce qui est physique. Là, il y a c'est l'espace. L'espace, bien sûr. Ah oui, l'espace. Bah oui. L'espace. C'est de Klein, je voulais dire. Non, l'espace, l'espace devient, je dirais, sans limite dans la mesure où il n'accepte pas, ou n'accepte aucune, séparation, frontières, voilà. Non, mais après l'espace, dans l'action, l'espace devient très important. Quand on fait de l'action, que ce soit l'espace topographique ou métrique aussi, parce que chez les géographes, il y a plusieurs définitions. D'ailleurs, pour arriver au mot territoire, donc on est passé par plusieurs. Et je vous dis pas chez les architectes. Donc on parlait de lieux au départ, jusqu'aux années 60. On parlait de lieux, on parlait pas de. Après, il y a l'espace. Donc il est pris sous sa dimension. C'est le déterminisme des lieux. Lieu pour nous, chez nous, les architectes, c'est beaucoup plus, c'est un sens d'appartenance à l'espace. Oui, il y a toute une dimension effectivement sociographique. Mais ça peut être une dimension sociale, naturelle, voilà. Donc il y a plusieurs points de vue sur lesquels on peut... La notion de lieu est aussi intimement liée au génie du lieu. Génie Sochi, et ça c'est très important parce que c'est une part, je dirais, non modélisable quelque part. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition, de l'ordre du ressenti. Alors là, c'est très important parce que, évidemment, on va dire que nous, on va modéliser les choses, etc., mais l'ensemble de la complexité d'un lieu, d'un environnement, d'un espace... L'intangible. Voilà, on ne peut pas le modéliser entièrement, et c'est bien pour ça qu'il est extrêmement important de se baser sur les habitants du lieu, c'est-à-dire donc par des techniques. Mais c'est ça, c'est là où on revient à l'espace. L'espace qui est perçu d'abord par l'action de l'homme, donc c'est l'espace produit.
Donc c'est l'espace qui est produit à travers les différentes actions anthropiques humaines. Et puis vous avez l'espace vécu. Donc c'est l'espace dans lequel vivent les populations, les groupes de population. Et puis vous avez l'espace perçu. Donc c'est ah oui, c'est l'espace perçu. Donc c'est l'ensemble de comment on appelle ça, des modalités informationnelles cognitives que les populations qui vivent à l'intérieur d'un espace ont. Mais après, donc on parle de territoire. Il y a un autre espace. Il y a l'espace des spasmes. Alors, sans jeu de mots, des spasmes, dans le sens catastrophique du terme. Tu es spécialiste de la résilience, donc... L'espace des catastrophes, c'est véritablement l'espace dans lequel ça doit se démerder notre habitant. C'est ça, exactement. Voilà, je veux dire, on lui propose... on nous propose quoi, à nous, là, maintenant, à tous les hommes? Une planète de plus en plus pourrie, dans laquelle on va devoir vivre avec des typhons, des inondations, des sécheresses, des centrales nucléaires qui nous pètent à la figure. Je veux dire, bon, on a quand même un habitat qui est en train de changer fondamentalement et rapidement, et pas forcément dans le bon sens. Enfin, moi qu'est-ce que je pense? D'accord. Non, voilà. C'est un fait. C'est ça que je dis l'espace des spasmes, c'est qu'effectivement, on a quelque chose qui ressemble, pas à un non-lieu, mais à un monde d'effets, ou un monde d'effets par l'humain, auquel par le biais de la résilience, on lui dit de vivre et de se contenter de ce monde-là, des résidus du monde après la catastrophe, parce que c'est la rançon, c'est le prix à payer pour le confort technologique. Oui. D'accord. Donc il y a un prix à payer. Voilà. Il ne s'agit pas d'aller dans ce sens-là. Non, pas du tout. Il y a toujours l'éthique qui rentre en jeu. Il y a toujours l'éthique qui rentre en jeu. Et pour moi, la grande problématique, à ce moment-là, c'est de ne pas se contenter de s'attaquer aux conséquences des spasmes de l'espace, si je dis, mais véritablement de s'attaquer aux causes. C'est là que le bas blesse. Évidemment, parce que les causes, elles nous dépassent quelque part, pas cognitivement. On arrive à les formaliser, à les formuler, etc., mais voire à trouver des solutions. Mais politiquement, économiquement, socialement, est-ce qu'on est prêt à un gros problème? Est-ce qu'on est prêt à céder un certain confort technologique pour un confort? Déjà, c'est la première. Ah oui, c'est la première question. Ça, c'est la première question. C'est une question qui est fondamentale. Après. Et justement, l'être humain aujourd'hui, donc il faut qu'il réfléchisse dans un sens où il faut faire du territoire un environnement habitable. D'accord. Et je parle de territoire, j'anticipe un petit peu. Donc je parlais de l'espace, les trois dimensions de l'espace, et puis on parle de territoire. C'est quoi un territoire? Donc c'est un espace géographique qui est approprié par un individu, un ensemble d'individus. Donc qui va faire de l'action à l'intérieur de l'espace. Et ces actions vont dépendre des représentations que ces individus font de leur espace. Après, ces représentations, elles peuvent être positives. Donc ils vont faire un espace qui est convivial, un espace vivable. Et ça peut être des représentations négatives. Donc, et on fait d'un espace dans lequel on le réduit à un espace qui est difficilement habitable. On le construit très mal, on le conçoit très mal, etc. Mais c'est pas qu'une question de représentation, malheureusement. C'est qu'on se fait saccager notre espace. Mais oui. Parfois, on n'a pas le choix, parfois, non? On a toujours le choix. Non, on a toujours le choix, il existe. Je n'accepte pas cette assertion. On a toujours le choix de bien faire. Et de déconner aussi. Après, pour revenir toujours à cette notion de complexité du territoire, parce que au final, tant qu'un territoire, il doit être abordé sous sa complexité. Ah oui, bien sûr. C'est très important.
Et toutes les solutions qu'on doit apporter, donc elles doivent être fonction de toute cette complexité. Et d'où l'approche globale pour résoudre des problématiques territoriales. Et nous, en intelligence territoriale, on prend l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité pour résoudre ces problématiques. Aujourd'hui, il y a des économistes et des architectes. Enfin, ce matin et hier, il y avait des profils différents, des spécialités différentes, des sociologues, des architectes, des urbanistes, résoudre ces problématiques. Aujourd'hui, il y a des économistes et des architectes. Enfin, ce matin et hier, il y avait des profils différents, des spécialités différentes, des sociologues, des architectes, des urbanistes, des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des anthropologues, des ethnologues, mais c'est ça. Et l'administration, entre autres. On en oublie certainement, c'est principal pour gérer, quoi. Voilà. Non, en tous les cas, les acteurs, ils sont définis. Il y a 5 en général, 5 acteurs qui, peut-être ailleurs, on peut trouver un ou deux de plus. D'autres formes d'organisation. Mais en général, il y a la commune, voilà. Il y a l'administration, il y a les entreprises, il y a la société civile. Oui, il y a la société civile représentée par les associations, le mouvement associatif, etc. Et il y a l'individu en tant qu'individu qui agit aussi, il est acteur. Tu oublies un acteur, à mon avis, l'intercommunalité. Fondamental. Non, le chercheur. Le chercheur. Oui. Le chercheur est forcément un acteur. Quand on parle d'intelligence territoriale, pour l'orientation, il n'y a plus de limite entre chercheur et acteur, quelque part. Où la limite doit être, chacun reste, chercheur reste un chercheur dans son métier, dans ses compétences. Mais il devient acteur par le choix de ses problématiques. Exactement. Voilà. Mais là, je parle des acteurs conventionnels qui sont définis par... Oui, mais à mon sens, il faudrait rajouter l'acteur. Bah oui, l'acteur. Nous, en tant que... c'est clair. Dans les acteurs même conventionnels. D'ailleurs, dans les conclusions que j'ai faites tout à l'heure, donc c'est une implication du chercheur. Même dans la conception des problématiques ou des projets de recherche qui doivent impérativement être orientés vers de la recherche-action. Parce que nous, en tant qu'universitaires, moi j'estime que ça ne sert à rien de développer des projets de recherche qui n'ont pas d'impact sur la société de façon générale, mais en particulier au niveau du territoire. Moi personnellement, tous les choix des sujets sont faits de façon à résoudre des problématiques territoriales. En intelligence territoriale. Oui. La science ne peut pas servir qu'à ça. Je suis d'accord. Il y a la science fondamentale qui est de créer de la connaissance, sur laquelle va être créée de la connaissance, etc. Moi, je parle dans un cadre bien précis. Dans un cadre de recherche, action en intelligence territoriale. Absolument d'accord. Je ne fais pas de la recherche fondamentale, mais je fais de la recherche-action. Moi, je suis un adepte de la recherche-action. D'ailleurs, juste, on peut donner juste quelques exemples des acteurs qui ont quand même pu initier. C'est le cas du village de Sahel, par exemple, là, Bouzguin. C'est le pionnier en termes des actions qui ont visé village plus propre. L'action a été soutenue par un chercheur de l'université. Donc c'est en architecture. Non, je pense que c'est un économiste, je pense. Donc ça lui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, mais au final il a pu quand même initier les citoyens, donc initier l'ensemble des villages, tout à cet ancrage territorial, c'est-à-dire à ce que les villages rentrent dans cette logique territoriale d'action et d'intelligence territoriale. Ils ont pu quand même se lisser et devenir l'un des... Je vous parle moi en connaissance de cause, puisque je faisais partie du jury du village le plus propre, ici à Bjéa, en tant qu'universitaire. Donc j'ai apporté ma vision d'universitaire, de chercheur, etc. Et puis on a fait, personnellement j'ai fait des constats
Ils constateraient. Est-ce que vous avez contribué? Bah oui. Voilà, Bah oui. donc c'est ça, je Ah pense bah, on rejoint en l'idée tant que de Philippe, chercheur. c'est qu'en tant que chercheur, donc on va être des acteurs. Non mais c'est clair. Donc, Non mais c'est clair. Mais c'est Donc clair. aussi des acteurs par la recherche et des Oui. acteurs en dehors de la Oui, recherche. oui, Enfin, oui. tout est Ah, le fait, c'est que- multipolaire. le quoi. fait d'éclaircir les individus sur la nécessité de prendre en charge, c'est-à-dire un ensemble d'actions sur le territoire, c'est déjà Non, mais c'est clair. en Rien que soi le fait- rien- un acteur. Rien que le fait de faire prendre conscience aux individus Voilà. qu'ils doivent eux-mêmes prendre conscience De- de leur monde, de- du monde dans lequel ils vivent, C'est déjà. je pense que c'est une des premières missions qu'on a Voilà, tout à fait. à avoir. Et c'est comme ça qu'on peut transformer ou peut avoir l'idée de transformer en fait les citoyens lambda en acteurs de leur environnement, Voilà, quoi. qui agissent sur Qui agissent sur le monde dans lequel ils vivent au lieu de le subir, tout simplement. Je vais vous donner un exemple concret de la résilience et de l'action. Et vous allez en juger. Après juste le problème de Fukushima, après le tsunami. Moi, j'habitais très loin, 350 km. J'avais un ami japonais, puisque les Japonais, comment dire, m'avaient dit que les premiers à avoir commencé à secourir les habitants, c'était les Yakuza. Ah oui. Et les gens étaient en colère. Pourquoi les Yakuza, la société, ils sont connus, ils sont connus, ils ont envoyé des camions avec des aides avant l'État même. L'État, après, Elle a mis du temps. Ils étaient en état de choc. Et c'est ça que l'action, parce que les Yakuza, c'est connu. Parce que peu de gens savent que les Yakuza, ils sont vus de manière assez positive quand même dans la société japonaise. Il assure un certain équilibre, quoi. Oui. Une certaine éthique. Mais généralement, c'est du négatif. C'est une société pour la loi, quoi. Comme acteur, cet exemple, est-ce que, comme acteur négatif, ça peut entrer dans cette. Acteur négatif, peut-être pas. Comme acteur, certainement. Enfin, si je peux me permettre. Il y a quand même eu une défaillance de l'État dans l'affaire Fukushima à plusieurs niveaux et à plusieurs temporalités. D'abord, il n'y a pas eu, de mesures sur le terrain pendant une semaine. Oui. D'accord. Ils étaient choqués. Non, c'est pas qu'ils étaient choqués, c'est qu'ils voulaient pas inquiéter la population. Enfin, je veux dire, une centrale de nucléaire qui explose à la figure, mais il ne faut pas inquiéter les populations. Non, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. C'est pas mal Je comme risque de histoire. ne pas avoir le visa vers le Japon la prochaine fois. Il fait du politiquement correct. Nous, on n'a pas demandé de visa au Japon. Ensuite, Il a quand pas ils besoin font, de visa. ensuite, quand ils font des, je continue là-dessus, hein, Ouais. quand ils font des analyses, vous allez. ils vont analyser l'iode 131 c'est bon, et le tout est césium bon. 252, 254, je crois. Alors qu'il y a des dizaines de radioisotopes qui se baladent dans la nature. Pourquoi ces deux-là? Personne n'en sait rien, mais ils sont choisis comme ça. Tu vois. Pendant un mois, on Ouais. était comme ça. On ne savait pas qu'est-ce que Ah, Après, ouais. il y a des tonnes et des tonnes de choses comme ça, de sciences non faites, précisément, hein, j'en ai parlé là, la science non faite, c'est-à-dire d'expertise qui n'ont bidon, qui ont succédé à cette catastrophe, juste pour pouvoir limiter médiatiquement l'inquiétude aussi, la ouais. panique. c'est une caractéristique japonaise. Hein. Oui. Essayer d'amortir la Oui, mais panique. ça s'est des passé de manière à peu près équivalente à Tchernobyl. Hein, Oui. il y a un nuage radioactif qui s'est arrêté pas à la grave, frontière c'est- française. Et ça, à l'époque, j'habitais en Alsace. Hein, donc le nuage, Vous il le était voyez. là. Je dis non, on va pas boire de lait, on va pas manger les salades du jardin. Quand je disais ça à mes parents, c'était non, mais c'est bon, ils ont dit que le nuage il est pas passé. Il était là. Il était là. Bon, voilà. Hein. Donc la désinformation, la science non faite, je veux dire, tout ce travail de conditionnement, puisqu'il s'agit bien d'un travail de conditionnement, ça fait partie justement des missions qu'a pu honorer l'État japonais au moment de Fukushima. Pour revenir. Et en ce sens-là, les Yakuza. Yakuza sont
sont une réaction nécessaire, Mais je c'est dirais, d'équilibre presque aussi, d'équilibre nécessaire dans une société qui ne cesse de se mentir à elle-même. Ah oui, oui. Non, mais justement, Tout à fait. c'est ça, au final, donc c'est un jeu de pouvoir qui va s'exercer au sein d'un territoire. D'accord. Mais normalement, en intelligence territoriale, donc il faut transformer ces jeux de pouvoir en des situations conflictuelles. Donc il faut que ça soit des situations qui doivent être résolues à travers donc les négociations. Donc c'est un travail de négociation qui s'engage au sein du territoire pour apaiser donc ces tensions, là, ces jeux de pouvoir pour atteindre un certain équilibre. Et peut-être que ce qui s'est passé, je ne sais pas, je ne suis pas connaisseur du Japon ni des Yakuza, peut-être ce qui s'est passé, c'est un jeu de pouvoir qui s'est exercé suite à une catastrophe, et il y a eu un retrait d'un élément ou d'un acteur de l'espace qui est l'État. Donc certainement le vide, la nature complété par l'autre. Et la nature a horreur du La vide. culture a horreur du vide, en l'occurrence. Et donc les Yakuza ont pris l'espace. C'est aussi simple que ça. Et j'étais vraiment très bien apprécié à l'époque. Mais quand on n'ose pas dire ça, mais un ami quand m'a dit, Ahmed, je suis pour les Yakuza. quand tu es en train de sombrer ou là, quand tu es en train de te noyer, Ah oui. quelqu'un qui te tend la perche, donc tu vas le voir comme le sauveur. Ouais. Surtout quand tu es en état de choc. Et quand dans la théorie du choc, on n'a pas le choix. on n'a pas le choix. Donc la victime, le bourreau devient sauveur. Ouais. C'est le syndrome de Stockholm. Ouais. Donc Ça correspond au fameux moment d'évolution rapide Voilà. qui correspond dans Mais c'est le ça. donc au niveau des systèmes évolutionnels. les Yakuza ont su réagir en montant. On va tout faire un simplement. certain équilibre. Puisque dans la théorie du système, là, sinon c'est l'explosion. C'est toujours des Non, équilibres internes, externes. Mais c'est ça. Donc Oui, il y a des équilibres en toutes choses. Ah ouais. Des déséquilibres, mais s'il y a des équilibres quelque part, il y aura à nouveau équilibre ailleurs. Mais c'est ça. Donc certainement dans un territoire, il peut y avoir des déséquilibres suite à des chocs. Et ça demande du temps. Est-ce que expliquer Philippe? Donc c'est ça, comment tu l'as qualifié? Donc la temporalité. Oui, c'est qui est ça. très important. Qui est extrêmement important. Donc qui est extrêmement importante, la temporalité que le territoire va prendre pour revenir à son état d'équilibre. Sauf C'est que, comme ouais, l'évolution juste pour du terminer, la capitalisme. temporalité dans le cas, par exemple, de contamination radioactive comme à Fukushima ou à Tchernobyl, bon, on sait bien que la demi-vie d'un radioisotope uranium-235 est de, je crois, plusieurs millions d'années, quoi. Enfin bon, voilà. Donc il y a des échelles de temps qui ne sont plus compatibles avec les échelles de vie humaine. Oui, À certains moments. Donc voilà, il ne faut pas se bander les yeux. On ne peut pas reconquérir un territoire irradié en 2 semaines. Ce qui s'est fait. Non, c'était pas 2 semaines, c'était 2 mois, mais bon, 2 semaines, 2 mois, 2 ans. C'est pas grave. Mais c'est rien Avec devant la radioisotope. de la radioactivité. Je me pose toujours des questions, comment ils peuvent habiter encore à Hiroshima et Nagasaki. Je n'arrive pas à comprendre, parce que la radioactivité, ça reste des millions d'années. Ils vivent normalement. Ben, ils vont être contaminés. Et puis, Il y a des petits problèmes. Voilà. Est-ce que, je veux dire, oui, non. Quand on parle de petits problèmes, voilà, je veux dire, on n'est pas obligé de mourir sur le coup. Hein, Bah oui, on peut avoir après, des tu maladies peux avoir- longues. écoute, après tu peux avoir des gens avec un seul pied. Voilà, c'est ça. Comme le dessin de Riser. On va tous être irradiés, puis t'as le mec avec Bah, deux après, chouette alors. Il y a un concept très important sur lequel Ça me fait rappeler mais non, mais des flashs de certains films qui parlent justement de la radioactivité, et puis tu as un bonhomme avec une tête verte et tout est normal, il n'y a pas de problème. J'étais là-bas. Tout dépend de la norme. Hein. Ben, exactement. Alors, il y a le thème de... C'est radioactif. T'étais à Fukushima. Non, j'étais à Nagoya. Ah oui. Mais il y avait radioactif. des nuages. Ben, les C'était nuages, là, il n'y a pas de Et il frontière. pleuvait aussi. Moi, je marchais. C'était romantique. Ah, voilà. Et c'était radioactif. Bah, tu t'es pris un peu de. J'espère Donc que. il est radioactif maintenant. Ouais, il a Je juste suis prendre quelques minutes. radio-émotif.
Alors, j'ai la dernière question. Question de... Parce que je travaille sur la créativité en architecture. Et il y a la créativité de l'individu, Oui. il y a la créativité de la société. Moi, c'est par exemple groupe la d'individus. créativité. La société Mozambique a été créative pour créer un site qui reste fabuleux quand même. Et est-ce que l'intelligence territoriale peut relever d'une certaine manière, encourager une certaine créativité d'une société? C'est l'innovation sociale. Ouais, c'est ça. On est en pleine Parce que, innovation sociale. Je m'intéresse. Hein. Et individuel. Individuel. Oui, mais Ouais, on est, individuel. mais c'est ça. Mais La du moment société ne doit jamais cacher l'individu. Ça, mais c'est la première clair. chose. Mais du moment qu'on est dans effectivement, dans un cadre de communautaire et effectivement, l'individu il y est pour beaucoup, dans le sens où c'est en général c'est lui l'initiateur Le moteur. le moteur. Et il peut être catalyseur Celui qui aussi. actionne Mais c'est ça, ce que C'est j'ai un agent. ce que j'ai sur le expliqué. territoire. Non, c'est ce que j'ai Agent double. expliqué hier lorsqu'on m'avait posé la question sur l'activation des acteurs. Voilà. Donc il y a toujours des initiateurs, il y a toujours des gens sur qui repose la mission, mais qui vont fédérer d'autres personnes. C'est très important. Et c'est ça l'innovation. On est en plein démarche innovatrice, mais d'un point de vue social, puisque du fait qu'on cherche à trouver des solutions à des problèmes complexes, on est en pleine créativité et en pleine innovation sociale. Et c'est très important l'intelligence territoriale. Pourquoi? C'est très intéressant. Hein. Oui. Je ne Pourquoi? pas, Parce qu'on dit généralement, donc plusieurs cerveaux réfléchissent mieux qu'un seul mieux qu'un cerveau. seul. D'accord. Donc c'est ça, on est. Moi, qu'un cerveau tout seul, je sais pas si ça réfléchit beaucoup, mais je plaisante. Non, ça réfléchit beaucoup, mais peut-être il n'arrivera pas Un bon cerveau, trouver- c'est un bon cerveau, c'est mieux. Penser sans percevoir, Et percevoir son pensée. attention. Là, Oui. on est dans quelque chose qui se rapproche, si tu veux, de l'individu robotisé. Oui. Voilà, Non, mais et ceci dit, totalement- c'est l'Internet, je veux c'est dire, de- voilà. Ouais. Donc, Non, voilà. mais- Le cerveau. Bref, Mais, alors, mais, parlons des hommes on plutôt tenait- des Sorte bah, de prototype comme ça. Donc, non, mais tout le monde peut- l'innovation, je dirais, c'est le pilier de l'intelligence territoriale. Ouais. Vous devez innover parce que chaque territoire a ses spécificités. C'est ça. Comme Vous avez des je n'ai pas territoires. parlé d'intelligence artificielle. ça Oui. m'est- Non, l'intelligence artificielle, c'est autre chose. L'innovation ici, c'est pas juste un plus technologique Ouais. subi dans notre quotidien Le et psychologique, qu'on le paye. Non, le fait qu'on trouve des Mais ça va solutions, venir, hein. on peut trouver des Ça solutions va devenir innovantes. artificiel d'ici quelques années. Non, oui, mais l'innovation telle qu'on l'entend, Oui. l'intelligence territoriale, c'est d'abord arriver à une compréhension fine des phénomènes, Territoriaux. voilà, d'interaction entre les communautés territoriales pour voir en fait, pour pouvoir y déceler ce qui va, pour pouvoir y déceler ce qui ne va pas, pour pouvoir y trouver des solutions. trouver éventuellement des solutions ou faire trouver des solutions. Ouais. Je pense que Par les acteurs. voilà, l'intelligence territoriale, plutôt que de trouver des solutions, c'est une science qui cherche à faire trouver des solutions. Et c'est pour ça, les avec, Trouver cette intelligence. avec et par Voilà. les acteurs. Et c'est pour ça qu'il y a un énorme travail justement d'observation, Oui. de compréhension des systèmes C'est ça. en jeu, hein, des systèmes sociaux, Tout à fait, oui. des systèmes d'interaction en jeu, pour pouvoir justement insuffler quelque chose, Et mettre de notre l'action. savoir, y mettre de l'action pour que les choses évoluent de la meilleure manière possible, Voilà. c'est-à-dire Dans le de la manière la positif, plus quoi. viable, Voilà. on va dire. Hein. Mais c'est ça. Voilà. Hein, la manière dont effectivement tout. Vous m'avez éclairci beaucoup de choses puisque j'avais une idée sur un travail de recherche. Je ne savais pas que c'était de l'intelligence territoriale. Bah, oui. Ah ben, on a du boulot à faire. Hein. Non, beaucoup de travail Il y a à du faire. travail, oui. Ah oui, oui. Mais ce qui est important, c'est que la finalité, moi, c'est ce que je défends, c'est d'arriver à créer un cadre de vie pour les populations qui va leur assurer un certain niveau de bien-être. Parce que toute action dans un territoire qui n'aboutit pas au bien-être des populations, je trouve que c'est des actions On pourrait l'approcher qui n'ont pas d'impact. autrement, c'est-à-dire pourquoi? Quelle est la finalité d'agir sur un territoire? Donc c'est ça.
Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs, on m'a posé la question en plein radio, l'animatrice Assia Mamri que je salue par l'occasion. Merci Assia. Donc quelle est la différence entre est-ce que l'intelligence économique c'est la même chose que l'intelligence territoriale? J'ai dit non. Ouais, moi aussi, j'ai justement révisé un papier. Ah oui, mais c'est ça. Moi, à travers toutes les lectures que j'ai faites et les convictions que je me suis construit, non. Parce que, pour la bonne et simple raison, les vocations d'une entreprise et les vocations d'un territoire ne sont pas du tout les mêmes. Une entreprise, sa vocation, c'est de réaliser un profit. D'accord? C'est purement lucratif. Par contre, la vocation du territoire, c'est autre chose. C'est mettre toutes les quantités, exactement, et mettre toutes les conditions nécessaires, pour que l'individu vit dans de bonnes conditions. Donc c'est atteindre une certaine qualité de vie et du coup un bien-être. Donc la qualité de vie, donc c'est mettre en place l'ensemble des dimensions objectives. D'accord? Pour réaliser un niveau de bien-être des populations. Il faut militer pour le cadre de vie et non point pour la vie des cadres. Mais ça, c'est plaisant. Oui, mais la vie de cadre aussi, elle est pas mal. Hein. Je sais pas. Il faut être Anyway, merci beaucoup pour l'intervention, c'était un plaisir. Mon ami Ahmed, c'est toujours un plaisir de partager des moments de réflexion avec toi. Merci beaucoup. C'est un plaisir. J'espère que tu n'étais pas en feu à la fesse, non? Non. Merci beaucoup. C'était génial.